Donc, je discute la mesure en psychologie pour une démarche pragmatique. Le plan de la thèse, de cette présentation, ah oui, je l'ai mis en PDF parce que bien sûr, le machin ne marchait pas, le diaporama ne marchait pas sur le PowerPoint. Oui, c'est flashy. Je vais juste introduire les modèles variables latentes très rapidement et après je vais développer ce qu'on va appeler l'ontologie et l'épistémologie liées aux propriétés mentales, en prenant deux exemples, la douleur et l'intelligence, et après je parlerai de la mesure. Est-ce qu'on peut mesurer une propriété mentale à partir de la douleur pour conclure? Les variables latentes, c'est des modèles statistiques qui servent en psychologie, qu'on cherche à inférer une propriété mentale que l'on considère inobservable, mais qu'on cherche à inférer à partir de manifestations qui peuvent être des items à un questionnaire ou d'autres, enfin des manifestations visibles. Et les modèles avec variables latentes cherchent à inférer une variable latente inobservable à partir des variables observables. Je vous mets en bas les termes que j'ai trouvés dans Revue psychologique, qui est une revue française, sur les 2 dernières années, des articles qui utilisent des modèles avec variables latentes. On trouve comme terme activité mentale, état psychologique, trait latent, état émotionnel, dimension psychologique. Donc, tout ça, en gros, ce sont des propriétés mentales latentes ou du moins inobservables que l'on cherche à inférer par des manifestations, souvent des tests ou des échelles de mesure. Alors, le cœur de la discussion dans la revue académique aujourd'hui considère d'une part qu'il n'y a pas de cadre formel permettant de valider qu'une propriété mentale est mesurable. On ne peut pas dire que ce que je mesure est mesurable si on se réfère au cadre formel de la physique. Le deuxième problème soulevé, c'est que les propriétés mentales sont des objets qui sont liés à des processus mentaux, ce que nos neurones produisent, et que donc il y a en gros une boîte noire qui relie les processus mentaux aux mesures que l'on effectue en psychométrie. Donc ces deux problèmes-là amènent à la question, voilà, c'est est-ce que quand on fait une mesure en psychologie, est-ce qu'on mesure ou est-ce qu'on quantifie? Alors j'ai fait un schéma à gauche, j'ai une vraie propriété qui existe, que je considère mesurable, et je cherche par modèle de variable latente à estimer cette mesure. C'est ce que la psychométrie prétend faire, mais bien des critiques qui sont minoritaires, mais qui sont assez affirmatives, disent « vous ne faites pas ce qui est à gauche, vous faites ce qui est à droite, vous avez des manifestations, et par une convention d'équivalence, comme dit Desrosières, vous attribuez une valeur, qui est en fait qu'un index synthétique construit artificiellement. Donc vous prétendez faire ce qui est à gauche, et vous faites en réalité ce qui est à droite. Et donc là, vous ne mesurez pas un objet réel, vous construisez artificiellement un objet que vous appelez mesure d'une propriété mentale, mesure de l'anxiété, de la dépression, de la douleur, ce que vous voulez. Donc en gros, la question derrière tout ça qui est posée, c'est est-ce que les variables latentes ont une légitimité scientifique comme approche pour inférer des propriétés mentales? Clairement, les network analysis développés depuis 2-3 ans maintenant, il y a eu un séminaire récemment, vient du fait qu'un certain nombre de chercheurs, dont Borsboom, considèrent qu'en fait les variables latentes ne sont pas opérationnelles. Alors je vais partir de la douleur, parce que c'est un exemple simple qui est discuté dans la littérature par différents auteurs et qui permet d'illustrer de manière assez simple mon propos. La douleur, c'est pas une réalité ni objective ni subjective, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que la douleur, c'est un ressenti de douleur. En psychologie, quand quelqu'un dit il a mal, c'est ce qu'il ressent quelque chose. Et donc en fait, la douleur, c'est une propriété mentale, un ressenti, mais qui est inscrit, je dirais, dans une pratique ou une praxis sociale, simplement que le même événement produira des douleurs différentes selon la situation, le contexte ou la culture de la personne. Donc on n'a pas le même ressenti. Pour un même phénomène physico-chimique, le ressenti peut être différent selon le contexte ou les enjeux de la situation. Donc en fait, quand on mesure un processus mental comme la douleur, on ne mesure pas qu'une réalité physico-chimique, on mesure une réalité subjectivée. Donc la douleur, c'est une objectivité subjectivée. On est à l'intersection entre les deux.
Et la propriété mentale, comme la douleur, comme l'anxiété, comme la dépression, peuvent être considérées comme des propriétés émergentes. Alors je vais expliquer un peu ça. La douleur, c'est le résultat d'un processus physico-chimique, ça c'est sûr. Je me tape sur le genou, j'ai mal, ça réagit avec mon cerveau, il y a un processus. Mais ce processus, ce n'est pas un processus, comme on dit, linéaire additif. Chaque neurone n'agit pas sur un autre neurone de manière additive, ou mes cellules nerveuses de mon genou n'agissent pas sur mes neurones d'une manière additive. On est en fait dans un système qu'on dit complexe, c'est-à-dire un système non linéaire, dynamique, où il y a des interactions, où il y a des boucles, et ces systèmes-là, ce ne sont pas des systèmes linéaires additifs. Et ces systèmes-là, souvent, donnent ce qu'on appelle des attracteurs, c'est-à-dire des états stabilisés. Et ces états stabilisés sont considérés comme des propriétés émergentes d'un système dynamique non linéaire. Quand on dit propriété émergente, c'est-à-dire que l'organisation des éléments qui se stabilisent donne des propriétés qui ne sont pas comprises ou qui ne peuvent pas être comprises à partir des éléments micro du système. Les différentes parties du système n'ont pas les caractéristiques, les propriétés que le système global, par son organisation stabilisée, va avoir. Donc on a une propriété qui est nouvelle, réellement nouvelle, qui n'est pas inscrite dans les parties. Et cette propriété, deuxièmement, non seulement est nouvelle, mais elle est non prédictible. Quand on dit non prédictible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen logico-mathématique de prévoir ce qu'un système dynamique non linéaire va donner comme état stabilisé, si ce n'est de simuler tous ces états. C'est-à-dire qu'on a une émergence, alors moi je m'inscris clairement dans l'émergence, une vision de l'émergence épistémique et ontologique. Ontologique dans le sens où je suis de ceux qui considèrent que la propriété nouvelle est une vraie nouvelle propriété, donc il y a vraiment une ontologie nouvelle, et épistémique dans le sens où cette propriété est causée par les parties du réseau, donc il y a une causalité, une explication potentielle, mais pas de prédictibilité. Donc les propriétés mentales sont un objet, un nouvel objet, différent des neurones, différent du réseau de neurones, différent, voilà, c'est une propriété en soi. Et donc, à la différence des sciences de la nature, la psychologie étudie des objets qui sont issus du réseau de neurones stabilisé, mais l'individu est en interaction sociale, qui est aussi lié aux interactions, donc un processus dynamique non linéaire, complexe de l'individu dans son environnement, dans ses interactions sociales. Donc en fait, on a, en psychologie et dans les sciences sociales en général, des objets sociaux, c'est-à-dire des objets qui ont une réalité dans un espace social. Les propriétés mentales ont des fonctions sociales, comme la douleur, qui nous alerte individuellement ou autour de nous qu'il y a un problème physiologique. Alors, je m'appuie sur trois auteurs, Searle, Hacking et Putnam. Searle parle de ontologie subjective, pour différencier d'une ontologie objective, mettons, la table. La table, sa réalité ne dépend pas de l'interaction sociale qu'on en a. Elle est une table. Dans n'importe quelle civilisation, elle aurait la même réalité. Une propriété mentale, ce n'est pas le cas. Hacking discute que la psychologie expérimentale aborde les réalités, non pas comme en sciences de la nature, mais à travers nos pratiques. C'est-à-dire que c'est une fonction sociale et c'est l'intersubjectivité qui donne une réalité à des propriétés mentales. Et Putnam discute d'une réalité pour nous à renégocier en permanence. Alors Putnam généralise à l'ensemble de la recherche scientifique, mais c'est ouvert ? Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, d'accord. Putnam généralise, mais je circonscris ce que dit Putnam à la psychologie. Donc en fait, nous n'avons qu'une connaissance pratique des manifestations des propriétés mentales. Qui dit connaissance pratique dit que c'est abordé par une culture dans un certain contexte, c'est-à-dire qu'il y a une construction sociale de la propriété mentale, et en même temps c'est une réalité, c'est-à-dire que les propriétés mentales sont en tension entre construction sociale et objectivité physique. Et donc ces catégories sociales, les propriétés mentales, ce sont des catégories mouvantes. On n'a pas la même conception aujourd'hui de la dépression qu'il y a un siècle.
on n'a pas la même conception aujourd'hui de la bipolarité qu'il y a un siècle. C'est-à-dire qu'une chaise reste une chaise il y a un siècle aujourd'hui, mais les propriétés mentales sont conceptualisées, perçues, comprises avec un certain mouvement, une évolution, parce que ce sont des propriétés inscrites dans une praxis. Et donc, il y a en permanence renégociation des propriétés mentales, des concepts qu'on utilise en psychologie sont en permanence renégociés parce qu'ils sont ni vrais ni faux, ils sont à la fois vrais et à la fois construits. Et donc je pense, je suis même sûr qu'il faut donc un cadre épistémologique qui s'affirme en rupture avec les deux courants dominants. Le premier courant qui est ultra dominant, qui est l'empirisme, le réalisme, qui en fait aborde les propriétés mentales comme des vérités, comme s'il y avait des objets, des vrais objets inamovibles, comme si la dépression c'était un objet dans le cerveau qu'on pouvait aller trouver et que ça serait le même objet il y a un siècle ou dans un siècle, ou que l'anxiété serait le même objet, c'est-à-dire un objet physique comme une table, une chaise ou un atome. Donc je pense qu'il faut rompre avec ça, puisque les propriétés mentales sont à la fois réelles et construites par les interactions sociales. Mais par ailleurs, il faut aussi rompre avec le constructivisme qui, lui, ne considère les propriétés mentales ou tous les concepts en sciences sociales que comme des concepts qui ne sont que construits sans aucun soubassement réel. Il y a un soubassement réel et il y a une construction sociale. Et donc le pragmatisme-réalisme auquel moi je me réfère, c'est une méthode qui aborde la connaissance comme une pratique. C'est-à-dire que le pragmatisme-réalisme intègre une démarche qui clairement considère que la démarche scientifique est une praxis, c'est-à-dire inscrite dans un contexte et dans des enjeux, et que la manière dont on va conceptualiser nos outils scientifiques, c'est inscrit dans un contexte, dans des enjeux. Alors, ce n'est pas du constructivisme ou du relativisme, on ne nie pas l'objectivité. Il y a une réalité, et cette réalité est abordée subjectivement. Donc on est en tension entre objectivité et subjectivité. Donc le pragmatisme critique ce qu'on appelle le scepticisme du constructivisme, c'est-à-dire le constructivisme qui considère que les concepts que l'on construit n'ont pas de fondement réel ou objectif, ce sont que des outils sociaux et que ça nous aide bien dans la vie sociale, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des soubassements de la réalité. Moi je considère que la dépression, il y a un soubassement réel, physique, biologique, et que ce soubassement biologique, ce n'est pas que ça la dépression, c'est un soubassement biologique inscrit dans une interaction sociale, donc abordé différemment selon les époques, les cultures, les civilisations. Et donc, la démarche pragmatique réaliste qui aborde dans une pratique sociale des objectivités répond à mon sens à l'ontologie des propriétés mentales qui sont des objectivités subjectivées ou intersubjectivées. C'est-à-dire qu'il y a les deux dimensions, objectivité et construction sociale. Alors, si je prends la douleur d'un point de vue pragmatiste réaliste, la douleur, ça n'est pas un processus cognitif. Alors je le dis parce que dans beaucoup d'articles qui discutent de est-ce qu'on a le droit de mesurer les propriétés mentales, les articles discutent de la mesure de processus mentaux, de processus cognitifs. On ne mesure pas un processus dans la douleur, on mesure une propriété émergente, stabilisée, qui est un objet en soi, et c'est cette propriété émergente que l'on constate par des manifestations. Des manifestations soit qu'on ressent soi-même, soit que l'autre nous exprime. J'ai mal, je pleure, voilà. Et donc la douleur est une objectivité subjectivée, ou intersubjectivée on pourrait dire. Et donc à mon sens, elle peut être opérationnalisée à travers ces manifestations. Et c'est là où j'en arrive aux variables latentes. Justement, une propriété mentale est une réalité inobservable, c'est une propriété émergente inobservable, mais qui se réalise à travers ses manifestations, du moins qui est perceptible à travers ses manifestations. Et c'est le cadre des variables latentes. Les variables latentes opérationnalisent justement une propriété latente inobservable à travers ces manifestations. Et donc, la question de est-ce que les variables latentes répondent à l'ontologie des propriétés mentales, ma réponse est oui. Oui, les variables latentes et infère en fait cette propriété émergente avec une double réduction, la réduction du complexe puisque le système dynamique non linéaire complexe donne une propriété en soi que la variable latente infère, donc on ne mesure pas
les processus mentaux, on ne mesure pas ce qu'il y a dans le cerveau, on mesure une propriété qui est là, donc il y a une réduction de la complexité, puisque l'objet devient simple, un en soi uniquement, et une réduction méthodologique, on passe d'un système dynamique non linéaire à un système simple, c'est qu'il y a une propriété qui cause des manifestations. Donc il y a une réduction conceptuelle et méthodologique, conceptuelle dans le sens où on peut conceptualiser l'anxiété, la douleur, la dépression comme des en soi, et non pas comme un processus complexe de neurones dans le cerveau. Alors, si je prends l'intelligence par exemple, est-ce qu'on peut dire pareil de l'intelligence, mettons le QI ou tous les tests d'intelligence? Le problème, c'est que la théorie sur l'intelligence a été construite en opposition, enfin, la mesure de l'intelligence a été construite dans les années 20 en opposition sur la théorie sur l'intelligence, complètement déconnectée. Ils ont construit le test du QI, alors qu'en même temps, toutes les théories psychologiques disaient que l'intelligence était multiple. Donc, dans la construction de la mesure de l'intelligence, on ne part pas d'une praxis sociale et de l'observation de manifestations dans une praxis sociale. On a construit un indicateur, on a dit l'intelligence c'est la somme des réponses aux questions. Voilà, j'ai construit une mesure de l'intelligence, et là on est clairement dans la construction d'un index synthétique et pas du tout dans la démarche d'inférer une propriété mentale qui se manifesterait par des questions par exemple. Et alors moi je ne dis pas qu'on ne peut pas mesurer l'intelligence, ça dépend ce qu'on entend l'intelligence. Si on considère l'intelligence comme des habilités particulières, qui ne sont vraiment pas uniques, habilités spatiales, habilités logiques, et si on comprend bien ces habilités comme inscrites dans un cadre social donné, c'est-à-dire la même habilité ne révèle pas la même intelligence selon les époques. Oui, on peut, inscrit dans un cadre social et historique donné, considérer que dans ce référent social-là, il y a des habilités différentes qui émergent et qu'on peut essayer de les inférer par une mesure. Mais je ne sais plus quel philosophe disait qu'il s'en référait à l'intelligence d'un polytechnicien pour gérer une centrale nucléaire, mais il s'en référait à l'intelligence d'un Amazonien s'il devait aller en Amazonie. L'intelligence n'est pas unique, est un objet social, dans une interaction sociale, et on ne peut pas dire que les gens sont plus ou moins intelligents, ils ont plus ou moins de capacité d'adaptation dans un espace social donné, mais peut-être pas dans un autre. Alors, est-ce qu'on peut mesurer un objet qui a comme ontologie d'être une propriété émergente? Alors, la nature, l'ontologie des propriétés mentales est différente de l'ontologie des propriétés que la physique cherche, enfin des objets que la physique cherche à mesurer. Et donc, il faut pour moi affirmer qu'il faut un protocole de validation d'une mesure en psychologie qui ne se réfère pas au protocole formel de la physique, mais qui se réfère ou soit en lien avec l'ontologie particulière des propriétés mentales et l'épistémologie particulière qui est conséquent de l'ontologie des propriétés mentales, c'est-à-dire une ontologie objective et subjective et une épistémologie pragmatique réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, que le cadre de la mesure de Stevens qui dit mesurer ces données, en gros attribuer des valeurs à des objets, non. Si on veut qu'un objet mental puisse être considéré comme mesurable sur un intervalle continu, il faut que ça vérifie les contraintes de la continuité, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que ça vérifie l'additivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas se référer à la physique comme cadre formel. Or, toute la discussion académique, pratiquement toute, se réfère au cadre formel de la physique. Et moi je dis, il faut affirmer un protocole de validation pragmatique de la mesure en psychologie. Alors, concrètement, une propriété mentale, si je veux la mesurer, il faut qu'elle soit unidimensionnelle. L'unidimensionnalité n'est pas une réalité en soi. La dépression, c'est pas soit unidimensionnel, soit pas unidimensionnel. Ça dépend du moment, ça dépend du contexte, ça dépend de l'espace social dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est une pratique, c'est la pratique sociale. Dans un champ scientifique, ce sera le cadre théorique du champ scientifique qui considère, qui conceptualise une propriété comme unidimensionnelle et peut-être demain comme pluridimensionnelle. La dépression, l'anxiété, par exemple, peuvent être abordées de manière unidimensionnelle ou pluridimensionnelle selon les moments. Alors,
C'est donc une catégorisation pratique. Si je prends la douleur, bon, bah oui, je peux dire que la douleur est une propriété unidimensionnelle. Si je ne différencie pas, mettons, la douleur physique de la douleur psychologique. On pourrait peut-être différencier les deux, je ne sais pas. Et donc, par exemple, l'intelligence n'est certainement pas une propriété unidimensionnelle dans notre espace social actuel. La théorie de la psychologie considère qu'il y a une intelligence spatiale, une intelligence logique, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre attribuer une valeur à l'intelligence puisque c'est un objet pluridimensionnel. Et que donc c'est relativement à l'espace social et à notre praxis sociale que la psychologie doit interroger l'unidimensionnalité ou pas de ce qu'elle cherche à mesurer. Après, le deuxième nécessité pour mesurer par des variables latentes, c'est ce qu'on appelle l'indépendance locale. C'est-à-dire qu'il faut que les manifestations de la propriété mentale ne soient liées qu'au travers de la propriété mentale. Concrètement, il faut que la manifestation 1 et la manifestation 2, que je prends pour mesurer ma propriété mentale, ne covarient pas, n'aient pas de corrélation indépendamment de l'influence de la propriété mentale en question. Et pareil, ça, il n'y a pas de réponse en oui ou en non, ça dépend. La douleur, est-ce que je peux dire que les manifestations de la douleur, la personne me dit « aïe, j'ai mal, je pleure, tout ça », est-ce que c'est des manifestations qui sont indépendantes l'une de l'autre en dehors de la douleur? On pourrait dire oui, donc on peut considérer que des manifestations de la douleur sont localement dépendantes. Mais si je prends l'échelle de dépression de Hamilton, par exemple, qui date de 68, cette échelle renvoie des items comme « je suis agité »,« j'ai du mal à dormir ». Ces items-là, est-ce que leur corrélation n'est liée qu'à la dépression? Quand moi j'étais lire, la bipolarité renvoie aux mêmes items. C'est-à-dire que la covariation entre « je suis agité, j'ai du mal à dormir » peut être liée à la dépression ou à la bipolarité. C'est-à-dire concrètement, l'échelle d'Hamilton, dans le cadre théorique actuel aujourd'hui, n'est pas une échelle qui vérifie l'indépendance locale. Ça veut dire qu'il faut que quand on a une échelle de mesure, quand on a un test, le renégocier sur l'unidimensionnalité et l'indépendance locale en lien avec le cadre théorique du moment. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'on a construit un test qui mesure un objet mental, ad vitam aeternam, c'est le fantasme de la psychologie, de faire comme en physique, c'est-à-dire d'avoir des objets, des vrais objets que l'on peut mesurer vraiment avec certitude et qu'on a trouvé la mesure et maintenant on sait comment faire. Ben non, non, on n'a pas de vrais objets, on a des objets sociaux qui ont une dimension objective et une dimension subjective, et il faut renégocier en permanence, rediscuter en permanence le caractère mesurable, d'abord l'existence, l'unidimensionnalité, le caractère mesurable de ces propriétés mentales. Alors, si je dis que c'est mesurable, c'est unidimensionnel, il y a une indépendance locale, est-ce que j'ai une échelle qualitative, ordinale ou continue? Alors là, il y a une grosse discussion. Alors, je m'inscris, moi, dans le courant majoritaire qui considère que les mesures sont des représentations. Je ne cherche pas à trouver une propriété réelle de l'objet, je considère que quand je donne une mesure à un objet, je représente l'objet dans une échelle sociale, numérique, que l'homme a créée. Alors, si on ne peut pas ordonner les modalités, c'est une variable qualitative. Par exemple, je vais prendre le genre, homme, femme. Alors, homme-femme, il y a une réalité biologique, mais dans l'espace social, c'est plus qu'une réalité biologique, c'est une réalité sociale, le genre. Et si on discute du genre, c'est parce que justement, être homme ou femme, ce n'est pas qu'une réalité biologique, c'est une réalité sociale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a les intergenres, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui émergent des nouvelles modalités, et la pratique sociale du genre, par exemple, amène aujourd'hui à ce qu'on repositionne ce concept, non plus en 2 modalités, mais en 3 ou 4 modalités. Mais c'est une variable qualitative, dans le sens où je ne peux pas dire que femme est supérieure à homme ou homme supérieur à femme. Le plus souvent, en psychologie, les propriétés mentales sont au moins ordinales. L'anxiété, je suis plus ou moins anxieux. La dépression, je suis plus ou moins dépressif. La douleur, j'ai plus ou moins mal. Donc il y a au moins une échelle ordinale. La question qui se pose, c'est est-ce que je peux aller au-delà de l'échelle ordinale? Puisque les tests utilisés par les modèles, variables latentes, le modèle d'équation structurelle ou le modèle de Rasch, par exemple, utilisent des variables continues.
considère que ce que je mesure est continu. Est-ce que je peux... Enfin, on peut utiliser des données ordinales, hein, mais... Et donc, est-ce que je peux passer d'une échelle ordinale à une échelle qui considère que je suis sur un continuum pour ma propriété mentale? Et c'est là où la discussion discute de quel est le protocole de validation? Et la plupart des articles se réfèrent à la physique en concluant, en fait, on ne peut pas valider. La psychologie n'a pas les capacités de faire ce que fait la physique, c'est-à-dire de valider empiriquement la continuité des objets qu'elle prétend mesurer. Et moi je dis, il ne faut pas se référer à la physique, il faut avoir une démarche pragmatique, puisque les objets sur lesquels on travaille sont particuliers et différents de ceux des sciences de la nature. Et je dis, il faut une objectivité pratique pour nous de la mesurabilité d'une propriété mentale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, la douleur. Si Jeanne me dit au jour 1, à J1, ma douleur est de 5, et puis que J2, elle me dit ma douleur est de 2. Est-ce que je peux dire que objectivement, Jeanne a moins mal? Si je peux le dire, c'est une échelle au moins ordinale. Alors, c'est là où se discute de ce qu'est la douleur. La douleur est une objectivité subjective. C'est le ressenti de la douleur que l'on mesure. Et dans ce sens-là, oui, si on affirme que c'est l'objectivité de la subjectivité que je mesure, oui, je peux dire Jeanne a objectivement moins mal. Sachant que cette objectivité, c'est l'objectivité de la subjectivité. Voilà. Ce n'est pas le processus physico-chimique, c'est le ressenti. C'est la propriété émergente que je mesure. Donc c'est au moins une échelle ordinale. Alors, ce qui différencie une échelle ordinale d'une échelle continue, c'est que je passe d'un ordre à un continuum. Ça veut dire qu'en gros, c'est qu'il y a une densité, au sens mathématique, de toutes mes valeurs. Et alors, est-ce que je peux prouver? Et donc, Chéry ou Corner disent, on ne peut pas le prouver empiriquement, il faut que ce soit approximativement quantitatif. Et moi j'aime bien ce approximativement, c'est-à-dire empiriquement, c'est en gros grosso modo quantitatif. Alors concrètement, si Jeanne dit ma douleur est de 6 au jour 1 et ma douleur est de 1 au jour 2, au jour 3 elle dit ma douleur est de 7 et au jour 4 ma douleur est de 5. Si ma variable douleur est uniquement ordinale, je ne peux pas dire que la différence entre 1 et 6 est supérieure à la différence entre 5 et 7. Puisque la distance de 1 à 5, je ne sais pas si elle est supérieure à celle de 5 à 6 ou à celle de 6 à 7. Donc si c'est une échelle ordinale, je ne peux rien dire. Alors la question c'est, si je compare 6 à 1 et 7 à 5, donc je compare, comme dit Michel, les différences de paires, est-ce que je peux considérer que la distance de 7 à 5 est inférieure de la distance de 1 à 6? Alors, c'est compliqué. Si je prends la température, je mets un thermomètre dans cette pièce, je passe de 0 à 15 degrés. Et puis on change de pièce, on passe de 10 à 20 degrés. Dans le premier cas, il y a 15 degrés d'écart, le mercure c'est très précis, et dans le deuxième cas, il y a 10 degrés. Mais le ressenti subjectif, est-ce qu'on va ressentir d'un côté 15 degrés, de l'autre côté 10 degrés? On va dire approximativement, on va bien sentir que dans le premier cas, il y a une différence de température supérieure dans le deuxième cas. Et moi j'ai envie de dire, oui, pour Jeanne, oui, on peut dire que le passage de 6 à 1 est supérieur, elle a vraiment moins mal, alors que le passage de 7 à 5, elle a un peu moins mal. Donc, à mon sens, c'est une validation, vous voyez, subjective, hein. C'est approximatif, il n'y a pas de cadre formel, mais c'est une gymnastique intellectuelle qui est nécessaire pour que je puisse considérer qu'une propriété mentale puisse être représentée sur un continuum. Est-ce que c'est vrai pour la dépression? Quand j'ai une échelle de dépression, est-ce que je peux considérer que quand je passe de 1 à 3, c'est pareil que quand je passe de 7 à 10? Ça se discute. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais il n'y a que ça qui nous permet de passer d'une échelle ordinale à une échelle continue. Alors après, il y a une question qui est plus complexe, c'est que, est-ce que je peux comparer deux individus? Alors là, il n'y a pas de réponse en fait. Si Jeanne dit ma douleur est de 5 et que Paul dit que ma douleur est de 2, donc là on est quasiment sûr, c'est les mecs qui paraît qu'ils donnent toujours une douleur supérieure aux femmes, hein, ce que m'a dit une amie infirmière. Donc là on est quasiment sûr que Jeanne a une douleur supérieure à Paul. Mais si c'était l'inverse, on ne saurait pas.
Si la réponse et l'objet de réception de l'information donne des données objectives, ça peut être, mettons, des réponses oui, non, il a raison, il a tort à des questions. Mais par exemple, pour l'échelle de la douleur, j'ai vu qu'on pouvait poser à des femmes sur une échelle de 1 à 10, en considérant que 10 est la douleur de l'accouchement. Encore faut-il que la femme ait accouché pour qu'elle puisse se représenter. Mais si 2 personnes ont effectivement accouché et que l'échelle de 1 à 10, 10 c'est le maximum de douleur, c'est égal à l'accouchement, on peut considérer que 2 femmes, une qui dit 5, une qui dit 2, oui, effectivement, 5 est supérieur à 2. Si la mesure est subjective, comme entre un homme et une femme, qui n'ont pas le même référent, c'est plus compliqué. On peut éventuellement utiliser des transformations ipsatives, qui sont une normalisation par individu des données, qui donnent des choses intéressantes, mais on va dire les propriétés mathématiques des transformations ipsatives brouillent les choses. On gagne de l'information, mais on en perd. Bon, mais peu importe, a priori, on peut, ça dépend, ça se discute. Une chose qui est sûre, c'est qu'on ne pourra pas comparer à une norme. La norme, ce qu'on appelle les procédures de calibration dans les tests, en psycho ou bien en orthophonie, on se réfère à une norme. On enlève les cartes, on retire les cartes types, on regarde, là, il y a des processus de normalisation, je centre et je réduis. Se réfère à des normes où les tests ont été utilisés à un autre moment, dans un autre contexte, et peut-être qui a présenté autre chose. Moi, je pense que c'est un leurre de croire qu'on puisse rapprocher un test aujourd'hui et maintenant utilisé à une norme effectuée sur un autre échantillon il y a 10 ou 15 ans. Donc, un modèle variable latente va donner une position relative des individus, les uns par rapport aux autres, relativement à mon échantillon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au-delà. Ou du moins, c'est un leurre de croire que la norme qui sert à calibrer, qui a été faite il y a 15 ans pour tel ou tel test, peut servir aujourd'hui de norme. On n'est plus dans la même réalité sociale, et les concepts ont évolué, la théorie a évolué, il faut renégocier les tests. Alors, est-ce qu'on peut falsifier la mesurabilité telle que je le définis? Alors, la falsifiabilité, ça renvoie à Popper, mais on est ici dans un cadre non déterministe. Il n'y a pas de loi en psychologie, il y a un peu des principes de régularité. En gros, ça marche, il y a une propension à. Mais on ne peut absolument pas déterminer des lois comme en physique. Ce n'est pas notre objectif. Et donc, la falsifiabilité doit s'inscrire elle-même dans une démarche pragmatique. Ça veut dire que ce que Lakatos appelait une falsifiabilité non dogmatique. Un contre-exemple ne falsifie pas une théorie, pas forcément. C'est une anomalie. D'ailleurs, il n'y a aucune théorie, quelle qu'elle soit, qui n'ait pas d'anomalie. Toute théorie, même en physique, a ses anomalies. Donc en fait, il faut ce qu'on appelle une rationalité pragmatique, c'est-à-dire la cohérence, l'argumentation et la confrontation aux faits qui donnent une sorte de validation rationnelle de est-ce que c'est continu. C'est pas une preuve, c'est ce que Peirce appelait une assertibilité garantie. D'ailleurs, on trouve des choses proches de ça chez Popper. Donc c'est une falsifiabilité ou une rationalité pragmatique, où la théorie et la pratique sont ensemble. Alors, pour conclure, je suis critique, en fait, d'une part, de la manière dont la psychologie fait ses mesures. Parce que la manière dont toute la littérature fait ses mesures, c'est un peu ce que Rasch dit au début, là j'ai cité Rasch. En gros, on peut mesurer une habilité comme le poids d'un individu. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un pèse 80 kg, et la même personne, il y a 50 ans, aurait pesé 50 kg, 80 kg, et dans 50 ans, pèsera aussi 80 kg. Est-ce qu'une habilité, la dépression, on peut prétendre que c'est pareil? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est un leurre, et c'est le gros leurre de la psychologie, c'est avoir le fantasme d'avoir des outils qui mesurent des vérités, des réalités comme la physique ou les sciences de la nature au fond. On ne mesure pas des réalités comme les sciences de la nature, on mesure des objets mouvants, comme disait Hacking, qui sont en perpétuelle modification. Hacking a discuté dans un de ses bouquins du rapport, de la renégociation entre l'aspect biologique et l'aspect construction sociale, deux concepts en psycho, le faible d'esprit, l'autisme infantile, la schizophrénie, l'anorexie, en montrant que ça évolue complètement d'une époque à une autre et qu'on n'est pas du tout sur les mêmes objets. Ça n'a rien à voir avec le poids.
C'est pas dire que c'est pas objectif. C'est objectif pour nous, dans une certaine réalité sociale. Alors, il y a tout un courant minoritaire qui critique la mesure en disant « vous faites n'importe quoi ». C'est une hérésie, comme dirait Maronne, c'est une pathologie, comme dirait Michel, c'est du fétichisme, comme dirait Vautier, c'est-à-dire la psychométrie, celle qui prétend mesurer, fait n'importe quoi. Et moi, je suis critique de cette critique parce que cette critique résonne exactement dans le même cadre que le courant dominant. Comme si on mesurait des vérités, des vrais objets. Et c'est parce qu'on mesurerait des vrais objets qu'ils disent vous voulez mesurer des vrais objets, vous n'êtes pas capable de prouver que c'est mesurable, donc vous faites n'importe quoi. Mais on ne mesure pas des vrais objets, on mesure des vrais objets sociaux, qui sont inscrits dans une interaction sociale. Donc pour moi, il n'y a pas d'objectivité au sens d'une réalité physique, il y a une objectivité pratique, pour nous, inscrite dans une pratique sociale, dans une praxis. Donc dans ce cadre-là, oui, on peut mesurer. On peut mesurer des réalités sociales qui ont une objectivité. Ce n'est pas que des constructions sociales, il y a une objectivité dans la douleur, la dépression, mais une objectivité intersubjectivée. Et pour ça, il faut questionner et re-questionner de manière pratique, est-ce que l'objet existe? Qu'est-ce que ça veut dire que ça existe? C'est la question que Hawking pose. Est-ce que c'est unidimensionnel? Est-ce que dans le cadre théorique actuel, je peux considérer que c'est unidimensionnel? Est-ce qu'il y a l'indépendance locale? Les manifestations que j'utilise, est-ce qu'elles ne sont inscrites que relativement à l'objet que je mesurais? Ou est-ce que dans le cadre théorique renouvelé, actualisé aujourd'hui, ces manifestations ne serviraient pas à d'autres propriétés mentales? Si tel est le cas, il n'y a plus d'indépendance locale, comme l'échelle de Hamilton, et vérifier d'une manière pragmatique, par une assertibilité garantie, c'est-à-dire je fais l'hypothèse que c'est continu, et d'une manière subjective, par un travail intellectuel, j'essaye de vérifier que ça a du sens de considérer que c'est continu. Ou bien ce n'est que ordinal, c'est pas très grave. Alors, tout ce regard critique m'amène à une critique pragmatique, d'abord sur le modèle statistique. Les psychologues utilisent la statistique comme si elle révélait des vérités. Non, la statistique, ça c'est ce que Hawking dit, c'est une procédure de légitimation intersubjective. C'est ni vrai ni faux, c'est pareil, c'est dans un cadre social. Et je renvoie à l'article de Bruno, là, de 2013, je ne sais plus comment il s'appelle, sur les mots et les statistiques, où il clé. C'est un article très intéressant, l'article de Bruno Falissard, sur la taxinomie de la statistique entre études qualitatives et, on va dire, mathématiques. Voilà, Bruno dit la démarche statistique n'est pas différente de la démarche en études qualitatives. Il y a une subjectivité associée à une objectivité, complètement. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et deuxièmement, les psychologues confondent complètement des régularités statistiques avec la singularité. On ne peut absolument pas appliquer ce qui est vrai en moyenne à la singularité. Ça peut que nous renvoyer des questions. Et donc là, il y a une critique féroce à faire. Et cette critique, alors là je m'appuie sur Foucault ou Hawking, qui est une critique de l'usage normatif et policier, c'est les mots de Foucault, de l'usage de la mesure en psychologie. La mesure aujourd'hui, si elle est utilisée comme elle est utilisée, c'est qu'elle a une fonction normative et policière, au sens où les gens doivent être comme ça et ne doivent pas être autrement. Et donc, comme un certain nombre d'auteurs, alors là je suis vraiment pas le seul, ça va de Gori à Armat, à Desrosiers, ce genre de choses, il faut réinscrire la pratique de la mesure, puisque c'est une mesure qui s'inscrit dans une interaction sociale, la réinscrire dans l'espace public, c'est-à-dire libérer le voile ou la boîte noire de la mesure en psychologie et affirmer que ce sont des outils inscrits dans l'espace social et l'espace public qui sont ni vrais ni faux, qui sont des outils sociaux qui font référence à une objectivité, une subjectivité dans une démarche pragmatique, c'est-à-dire en renégociation permanente, et une démarche, on dirait, que certains appellent démocratisante. Voilà, j'ai fini. Alors je ne sais pas si ça vous a interpellé ou pas, ce que j'ai dit, si... C'est un peu dense et rapide, peut-être.
c'est pas du tout, enfin en tout cas pour moi, pas du tout mon domaine, alors c'est pas une raison pour... Mais du coup, comment dire, ce qui est difficile en tout cas pour moi, d'abord, des choses que je ne connais pas et que je ne comprends pas toujours bien, mais ce qui est difficile, c'est de savoir ce qui relève de l'affirmation, quand tu dis souvent « je crois que », et comment, peut-être je parle d'un point de vue qui n'est pas le tien, mais comment on fait pour nous te croire. C'est qu'est-ce que tu apportes comme démonstration, enfin, comme élément de preuve, je dirais, des choses comme ça. Par exemple, tu dis la dépression ou la douleur, c'est unidimensionnel, en disant, ouais, peut-être que la douleur, on pourrait y avoir 2 dimensions, mais l'intelligence, c'est pas unidimensionnel. Et tu vois, je veux dire, oui, moi je te suis assez bien, au fond, enfin encore sur la douleur, pas sûr, mais, parce que tu parlais effectivement de la douleur psychologique ou de la douleur physique. Moi, comme ça, j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait la même dimension, mais encore une fois, c'est pas mon domaine. Et du coup, comment, toi, ça a des conséquences quand même sur ce que tu racontes, sur les histoires de mesures, etc. Et du coup, comment on fait pour avancer là-dedans, c'est-à-dire, au fond, je ne sais pas si c'est une vraie question, mais est-ce qu'au fond, qu'est-ce qui est unidimensionnel là-dedans, tu vois? Est-ce que c'est pas une question de définition au départ? Si. C'est-à-dire qu'en fait, ça boucle, quoi. Ben, non, c'est pas que ça boucle, c'est que dans nos interactions sociales, on qualifie les individus, on catégorise les individus, il est gentil, il est méchant, il est sympa, il n'est pas sympa, il est colérique, on catégorise. Bon. C'est tout le processus de catégorisation, c'est-à-dire on réifie des réalités qui sont bien plus complexes que simplement dire il est colérique, on résume. Voilà. On appelle une pomme, les pommes ça n'existe pas, c'est une manière pour nous d'appréhender la réalité et de donner un nom générique à des objets qui sont suffisamment semblables pour que je puisse les considérer comme étant dans une même catégorie, et dans la pratique sociale ça m'aide. Bon. Donc l'intelligence, en soi, elle n'est ni unidimensionnelle, ni multidimensionnelle. D'abord, l'intelligence, en dehors de l'espace social, ça n'existe pas. C'est un concept social. C'est l'homme, c'est une caractérisation que l'homme donne, c'est vraiment un concept que l'homme a construit. Et est intelligent quelqu'un qui est capable de s'adapter dans un certain domaine, spatial, logique, ce qu'on veut. C'est une capacité d'adaptation, de répondre à des nouvelles situations. Si on prend ça comme définition, mais c'est un problème de l'intelligence, il n'y a pas de définition de l'intelligence. Il y a des articles qui sont sortis, là dans ma thèse, je discute d'articles de 2015, il n'y a pas de définition de l'intelligence. Bon, donc déjà, est-ce que c'est un concept pertinent? Je ne sais pas, moi je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui nous permettrait de dire que c'est dimensionnel ou pluridimensionnel? C'est, si je prends le champ au sens de Bourdieu, le champ scientifique de la psychologie, est-ce que la psychologie aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, quasi consensuel, considère qu'il y a une forme d'intelligence, ou est-ce qu'elle considère qu'il y a différentes formes d'intelligence ou d'habilité? Aujourd'hui, il y a à peu près un consensus pour dire qu'il y a différentes formes d'habilité ou d'intelligence. Donc, moi je dis, aujourd'hui, dans notre espace social, la manière dont nous, on va appréhender les autres, autrui, on dira, cet enfant, il a une intelligence spatiale, ou cet enfant, tiens, il a un esprit logique. On a, nous, intégré ces différentes sous-dimensions de ce qui pourrait caractériser l'intelligence. C'est pour moi qui ne veut rien dire. Donc c'est parce que notre espace social et les interactions sociales que l'on a, nous, et la manière dont nous, on va aborder les objets, nous fait dire que c'est pluridimensionnel. Je prends l'exemple du blanc. Nous, le blanc, c'est blanc. Dans d'autres civilisations, il y a 15 ou 20 blancs différents. Oui, alors c'est pas les Inuits d'ailleurs, c'est une autre, mais les Inuits, ils ont une catégorisation du blanc complètement différente. Oui, ça je... Ben oui, et donc, est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est pas blanc? Dans notre espace social à nous... J'imagine que s'ils sont capables de faire cette différenciation, c'est parce qu'il y a des différences physiques. Il y a des différences, mais il y a des différences physiques et sociales, il y a les deux. Il y a toujours une différence physique. Non, mais pas que physique. Des différences physiques dont certains... Enfin, je dis non, j'en sais rien. C'est parce qu'on a un usage social différent. Oui, d'accord. Ben oui,
il y a des différences physiques. Nous, on est capable, un blanc blanc, un blanc gris, on est capable, enfin, on voit un blanc ça, on voit bien. Mais c'est l'usage, c'est l'interaction entre une réalité objective physico-chimique et l'usage social qu'on a de cette réalité physico-chimique. L'intelligence, c'est pareil. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des dimensions psychologiques qui sont unidimensionnelles? Parce que moi, je te suis assez bien dedans, mais je vois pas ce que je peux trouver unidimensionnel avec ce raisonnement-là que je suis assez bien. Bah, en fait, moi, je sais pas. Si, parce qu'en fait, moi, je suis pas psychologue. On va trouver. Alors, c'est compliqué, justement. C'est là où on trouve, il y a un article qui est sorti il y a un an où des auteurs disent, voilà, mais tout est protéiforme. En fait, au final, c'est super compliqué parce que, quel que soit le concept, tu vas trouver, oui, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain est un être extrêmement compliqué, qu'on cherche à catégoriser par des objets simples, mais dès qu'on veut creuser, on se rend compte que ces objets simples ne sont pas si simples que ça. Donc, quel est le degré de granularité qu'il faut utiliser? En fait, c'est ça, hein, c'est la granularité nécessaire pour, évidemment, dès qu'on va creuser dans un champ, on va pouvoir découper en saucissons, en sous-parties. Voilà. À partir de quel moment un concept en psychologie est opérationnel en tant qu'objet unidimensionnel, est-ce qu'il est inscrit dans une pratique sociale? Est-ce que le cadre théorique permet de le considérer? Et est-ce que, si je prends des manifestations de cet objet, est-ce que ces manifestations sont localement indépendantes? C'est-à-dire, est-ce que ces manifestations caractérisent réellement un objet unique, ou est-ce qu'elles pourraient renvoyer à un autre objet? Et en fait, c'est souvent là que tu te rends compte qu'il y a un problème dans les mesures en psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à travers la granularité des manifestations que tu prends. Quand tu as un modèle avec variable latente, comme celui-là, il faut que la manifestation 1 et la manifestation 2 soient reliées entre elles que par la propriété mentale, et indépendantes autrement. Donc il ne faut pas qu'il y ait une autre propriété mentale ici qui agisse sur les deux. En fait, c'est ça qui va définir la granularité. C'est ni vrai ni faux. C'est dans le cadre conceptuel et théorique dans lequel on s'inscrit qu'on va considérer que, effectivement, les manifestations que je prends là sont vraiment caractéristiques d'une propriété qu'elle a. Et pour moi, je pense que la granularité, elle est là. Donc elle est ni vraie ni fausse. Elle est dans l'interaction sociale. C'est comme le blanc. On pourrait toujours, mais dans notre espace social, on peut se considérer, on peut se suffire de blanc, rouge, noir, vert, ça nous suffit. Voilà, il n'y a pas besoin, effectivement, on est capable de caractériser ça. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt la pratique sociale et le cadre, c'est vrai que le cadre théorique, en fait, ils parlent tous du... En fait, ce que je raconte, c'est pas très différent de ce que... Tout le monde dit ça, en fait. Tout le monde dit, en fait, il y a une dimension subjective-objective. Alors, le mot pragmatique, dès qu'on est sur la validité d'un test, toute la littérature parle de pragmatisme, quasiment. Même des gens qui critiquent le pragmatisme, comme Borsboon, dans son bouquin avec Marcus, il parle de pragmatisme, il emploie le mot. Mais le pragmatisme n'arrive que lors de la validation d'un test, on n'est pas capable, justement, de l'indépendance locale, on ne sait pas valider ça indépendamment que subjectivement. Il n'y a pas d'outils qui permettent de valider l'indépendance locale. Bon, il y a les tests des tétrades, mais bon, c'est un outil, mais on ne peut pas le valider. Donc, en fait, c'est une démarche subjective. Et c'est là où il y a une contradiction, c'est qu'eux prétendent mesurer des vrais objets qui sont inamovibles. Là, cet objet-là, la dépression, c'est la même, enfin, c'est un truc en dur dans le cerveau depuis 5000 ans, enfin depuis 100 000 ans, depuis l'Homo sapiens, tout le monde a la même dépression dans le cerveau. Enfin, c'est une vision très modulaire du cerveau, quelque part. La dépression, elle est là, c'est un truc fixe, c'est comme du roche, c'est comme... Non, non. La dépression a une base objective et une base intersubjective. Là aussi, c'est pas un bon exemple, la dépression. Pourquoi pas? Ah bah si, je pense que c'est un bon exemple, parce que je pense que c'est une caractéristique sociale. Et, finalement, tu mesures dans tes manifestations-là, les manifestations qui sont l'interaction entre la propriété mentale que tu as à côté et... En fait, sont causées par... Et le contexte social. Ces manifestations sont comme ça. Oui.
c'est pas contradictoire, me semble-t-il, avec l'idée qu'il y a un truc unique dans le cerveau qui est constant au cours du temps, mais dont les manifestations, elles, varient au cours du temps parce que justement l'environnement social a changé. Donc, si tu veux, on pourrait le dire comme ça, mais c'est-à-dire qu'on va l'appréhender différemment. Si les manifestations sont différentes, on l'appréhende. Ça revient au même, je suis d'accord. Oui, ça revient au même. Voilà. C'est-à-dire que les concepts en psychologie sont des concepts sociaux. Après, moi je trouve qu'il y a cet aspect-là, puis si on retourne plus aux questions statistiques, quand on utilise les modèles statistiques, alors pour les variables latentes, je ne connais pas bien, mais il y a des besoins mathématiques de variables continues. Ouais. C'est-à-dire, continue, additive, avec la distance entre x1 et x2 qui se compare avec la distance entre x3 et x4, etc. Et donc il y a ce morceau-là des propriétés des mesures qui doit être utile et nécessaire pour pouvoir traiter ces mesures-là, qu'elles soient subjectives ou pas, par des méthodes statistiques. Oui. Pour séparer entre ce que tu as dit, catégoriel et continu. Oui. Oui, mais c'est là où les gens disent, vous avez besoin de ça, donc vous faites comme si c'était comme ça, mais en fait, tout ce que vous faites est faux. Et ce que dit Michel dit, c'est une pathologie. C'est une pathologie, c'est-à-dire que les psychométriciens sont incapables de faire autrement que ce qu'ils font. On a beau leur dire que c'est une maladie, que c'est pas bien, ils sont incapables de faire autrement. C'est une pathologie scientifique qui est... En fait, on ne doit pas utiliser des méthodes mathématiques ou statistiques pour regarder ces questions-là. C'est ça que ça veut dire ou pas? Non, d'abord, les modèles variables latentes peuvent se faire avec des données ordinales ou catégorielles. On peut utiliser avec les modèles variables latentes. Mais même si c'est compliqué, parce que les méthodes catégorielles sur N+, c'est les corrélations tétraconiques ou polychoriques qui, quelque part, sous-entend qu'il y a une variable continue gaussienne derrière ma variable qualitative. Donc ça renvoie, ils disent tous, on peut utiliser des variables catégorielles, mais en fait, les gens qui disent sans savoir, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était continu et gaussien. Voilà. Bon, donc ça renvoie à un problème épistémologique. Bon. Mais effectivement, la question c'est, est-ce que ce que l'on fait, est-ce que j'ai le droit? Ben, ça dépend. Moi, tu vois, j'ai pris l'exemple de la douleur. Pour moi, dire que la douleur, c'est sur un continuum, ça ne me paraît pas aberrant. Voilà. En revanche, les différences que tu disais entre les douleurs, quand tu les mets sur un continuum, tu as des chiffres quand même. Oui, voilà. Moi, ça ne me paraît pas aberrant de dire que là, j'ai une variable continue et plus qu'ordinale, là. Ouais, par contre, de dire que... La distance, dire que la distance... De 6 à 1, c'est 2 fois plus, ou oui. combien que la distance de 7 à 5, c'est pas évident. Ouais, moi, ça me paraît pas... Je pense que c'est approximativement exact. En fait... Je parie que les températures, ça marche pas. Quand on prend les Fahrenheit et les degrés, ça marche plus. Ça marche avec les degrés, oui, mais pas avec les Fahrenheit. Ouais, ah oui, c'est vrai, oui, tu as raison. Oui, du coup, oui. de toute façon, on mesure. Hein. Oui. Mais en fait, ce travail, il est issu, quand tu dis la psychologie, c'est la psychologie à travers des outils, des instruments, quoi. Oui. Hein? Ah, je ne parle pas de psychologie au sens large. Hein, oui. Ça, peut-être, ça ne soit pas assez au départ. Parce qu'effectivement, faut quand même serrer le truc. C'est à travers les outils, parce que la psychologie n'utilise pas forcément, par exemple, pour... moi, je reçois des patients, jamais je leur passe l'échelle d'Hamilton. Oui, non, mais attends, tu as entièrement raison. Non, mais ça, c'est très important. Oui, je suis entièrement d'accord. Un peu la même remarque, il faut que tu fasses attention quand tu parles d'espace social. Parce que l'espace social, pour toi, c'est tout. Alors qu'en fait, par exemple, effectivement, l'espace social dans la clinique, l'espace clinique, c'est autre chose. Ce sont des gens qui ont acquis une compétence qui leur permet effectivement de donner une signification assez précise, à la fois au niveau de l'intensité et de la signification, des signes que le patient produit comme ça. Bon. Oui, je suis d'accord. Et c'est effectivement différent des méthodes de classification qui sont effectivement construites sur des bases de réunions statistiques.
Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Hein. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que... Et d'autre part, par exemple, si on pense, par exemple, par rapport à la dépression ou à l'angoisse, des choses comme ça, il y a des descriptions cliniques qui ont été faites. Donc ça n'a pas été défini a priori à partir d'échelles. Mais si on relit une définition ancienne de la dépression ou de l'angoisse, on peut se dire effectivement, oui, il est déprimé ou il n'est pas déprimé, c'est de l'angoisse ou c'est tel type d'angoisse plutôt que tel autre, etc. En tant que clinicien. Hein. Ah, mais... Alors que chacun ait son idée par rapport à ce qu'est une dépression, c'est autre chose. Non, mais attends. Attends, simplement je termine avec ça. Fais très attention là, par rapport à ta citation de Foucault ou à Cité Gorille ou des trucs comme ça, parce que là tu changes de registre. Oui, tu changes de registre. Bah oui, complètement. Et tu peux pas, là tu es en train de faire une thèse, de présenter une thèse à des gens qui sont quand même des professionnels, et tu peux pas faire comme si, tu vois, tu parlais à des gens qui étaient simplement... Sinon tu rentres dans un truc qui est mettons, de l'antipsychiatrie ou de l'antipsychologie, ce qui peut se concevoir, hein, mais qui n'est pas a priori là où tu es quand tu parles. Bah, d'abord, je pourrais faire de l'antipsychiatrie, antipsychologie en menant une thèse, ça ne se fait pas gênant, mais ce n'est pas du tout le propos. Je veux dire, la dépression ou l'angoisse n'ont pas, à la différence de l'intelligence, n'ont pas été définies à partir d'une échelle de mesure. Ça, j'ai pris l'exemple de l'intelligence. L'exemple de l'intelligence est une caricature de la mesure. C'est-à-dire, on a construit un index, on a dit l'intelligence c'est ça, le QI. Voilà. En contradiction avec la théorie de l'époque. Hein. Au même moment où ils produisaient le QI, la théorie de l'époque, les psychologues de 1920 disaient l'intelligence est pluridimensionnelle. Et très clairement, ils ont construit un outil de mesure de l'intelligence complètement séparément de la théorie que la psychologie. Donc, la dépression, l'angoisse ne sont pas des concepts qui ont été construits à partir d'échelles. On a défini un concept à partir d'une réalité sociale, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations récurrentes d'individus qui expriment des choses similaires et que nous, on est en droit, dans l'espace social dans lequel on est, de le rattacher à des phénomènes proches. Il y a une similarité suffisante pour qu'on puisse le conceptualiser comme un objet unique. Dépression, angoisse. Et donc, effectivement, il y a des gens qui ont à partir de là, qui ont une expertise, des psychologues, cliniciens, des psychiatres, pour essayer de détecter ou de faire avancer. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ces concepts de dépression ou d'anxiété ou d'angoisse ne sont pas des concepts figés, évoluent au cours du temps de l'histoire de la psychologie. Ce sont des concepts mouvants. Mouvants parce qu'il y a des effets de boucle, parce qu'il y a une histoire, ce n'est pas des objets comme les sciences de la nature. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Hein. Ils existent dans une interaction sociale. C'est là où c'est compliqué. Ils sont à la fois objectifs et intersubjectifs. C'est pas grave. La seule chose que je dis, c'est qu'on ne peut pas prétendre, et ce que ne font pas d'ailleurs les psychiatres ou les psychologues cliniciens, et ce que font les psychométriciens, prétendent avoir un outil ad vitam aeternam valide pendant 50 ans pour mesurer une propriété mentale, par une échelle de mesure. Voilà. Un psychologue n'a pas cette démarche-là. C'est beaucoup plus... Est-ce que tu fais une différence entre mesurer et reconnaître? Parce que moi je comprends de ce qui se disait avant que... Enfin, je ne sais pas ce que vous disiez quand on lit des livres, des gens qui disent, voilà, décrivent dépression, vous y retrouvez aujourd'hui en disant, oui, cette description-là, c'est bien ce que moi j'appellerais un déprimé aujourd'hui. C'était bien déprimé. Oui. Et donc, oui, mais est-ce qu'à l'époque on l'appelait comme ça? Ah non, mais... J'ai l'impression que vous ne dites pas la même chose. Non, mais je suis persuadé que... c'est là où Hacking est intéressant, hein, c'est que justement, ils discutent de concepts de psycho, hein, donc je ne sais plus lesquels ils discutent là, je reprends le faible d'esprit, l'autisme, la schizophrénie, l'anorexie, ils discutent de ces concepts-là dans l'histoire, en montrant qu'on n'est pas la même réalité. Il prend un exemple assez intéressant, la maltraitance infantile. Est-ce que ça existe ou pas? C'est émergé en 1960. Avant 1960, ça n'existe pas. À partir de 1960, il y a plein de maltraitance infantile. Il dit, les gamins étaient frappés avant 1960. Tu changes de registre. Non, mais c'est sûr le concept. Non, mais attends, je termine, non, je ne change pas de registre. Je reviens sur la dépression.
Tu vas lire un texte d'il y a 150 ans ou un témoignage. Ah ben ça caractérise la dépression. Oui, ok. À l'époque, comment c'était caractérisé? Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le Plutôt caractérise. délirium tremens dans Zola. Oui. C'est le même. D'accord, mais je ne dis pas que tout bouge, hein. Enfin, il faudrait voir. Mais Hein. Je sais pas si si tu lis la description Oui. qu'il avait prise à l'époque dans un hôpital, Quelqu'un qui, un médecin de l'époque qui parlait, on en parle depuis quand de la dépression? Depuis tout le temps ou c'est récent? Bah écoute, Bruno a montré un texte de, je crois, un texte des Grecs, je crois que c'est de l'époque grecque. Donc c'est un vieux, enfin c'est une vieille histoire quoi. Ben, il y a les signes, M. Bruno qui est constructiviste disait ça la dernière fois, et disait, en disant, ben, il y a comme une forme de réalité, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, les symptômes décrits ressemblent, les symptômes décrits, mais c'est une réalité sociale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une objectivité. Donc, effectivement, on va retrouver des symptômes identiques à l'époque grecque ou aujourd'hui. Mais comment l'espace social appréhende et caractérise, conceptualise ces symptômes, ces manifestations? c'est autre chose. Et non, c'est pas autre chose, parce qu'on conceptualise. C'est bien une conceptualisation, c'est bien une catégorisation à partir de manifestations. Aujourd'hui, on dira, ah bah oui, ça existait déjà la dépression, sauf qu'à l'époque, il ne la pratiquait pas forcément de la même manière. Ça ne veut pas dire que ça change de tout au tout tous les 3 ans, hein, c'est pas ça que je dis. Moi, Je dis juste... Moi je suis d'accord que c'est autre chose. Il y a une chose qui est de dire, cette personne-là, à quelle époque que ce soit, je dis elle est déprimée, et autre chose, dire qu'est-ce que j'en fais? Oui. J'enferme. Elle est déprimée dans notre cadre Moi, c'est conceptuel actuel. Non, j'ai l'impression, ce que je comprends, peut-être vous n'êtes pas d'accord, et là c'est pas mon job, mais d'avoir un avis parce que c'est pas mon métier, j'ai l'impression que toi tu dis non, ça dépend de l'époque, et vous dites, bah, finalement quand même, quand on lit des textes anciens, on est capable de reconnaître une description dont la personne qui l'a écrit à l'époque dit c'était déprimé, ils m'ont dit aujourd'hui, oui, bien sûr. Ah ben oui, mais je dis, je crois que c'est que, est-ce qu'à l'époque, on le caractérisait de la même manière? Et donc du coup, il y a bien cette notion un peu qui traverse le temps, Ah oui, pas dire il y a, objectif, parce attends. que j'en sais rien, de dépression. Bien évidemment qu'il y Ah a oui, mais- des choses qui vont traverser le temps, mais il n'y a pas que des choses qui traversent le temps, et je dis juste... Mais celle-là, elle l'a traversé la dépression. si Ah, je sais, non, les descriptions de manifestations, mais le concept et la manière dont on aborde ça comme un fait en soi isolé par rapport à d'autres faits, je ne sais pas. Parce que là, ce que Bruno citait, c'est qu'il ne parlait pas de dépression. Il y a des gens qui ont ces manifestations-là, ok, on retrouve une certaine cohérence, proximité, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on le comprend. Comme on va te dire par rapport à ça, on dira par exemple qu'effectivement, les explications n'étaient pas forcément les mêmes. En tout cas, par exemple, la mélancolie, ça voulait dire la bile noire. Bon. Donc il y a eu une fausse appréciation de la cause. Mais au niveau de la description clinique de la mélancolie est restée la mélancolie. Tu vois? Oui, mais Et donc, et même, il faut que tu sois, à mon avis, assez prudent par rapport à une espèce d'indépendance, finalement, des catégories qui sont décrites, enfin, à travers des symptômes ou des syndromes, c'est déjà deux choses différentes, hein, et l'explicatif qui peut se retrouver derrière. oui, je suis d'accord. Et par exemple, aussi être prudent par rapport à l'histoire de la douleur, parce que la douleur, ok, bon, c'est subjectif. Et si tu coupes le nerf, t'as plus mal. Ben oui, donc c'est et objectif et subjectif. C'est ce que je dis. C'est une objectivité subjectivée. Oui, il y a une réalité physico-chimique dans la douleur. Ça, je l'ai dit. Il y a une réalité comme dans la dépression, il y a une réalité physico-chimique. Ah, je suis persuadé que ce n'est pas qu'une construction sociale, la dépression. Hein. C'est là-dessus où moi je suis pas d'accord avec Bruno. La dépression n'est pas qu'une construction sociale. Il y a une réalité physico-chimique derrière. Ah ça, oui, il y a une réalité matérielle. Oui, Mais dans est-ce la que le douleur. problème, c'est de distinguer ce qui est 0,1, dépression oui, non, de la mesure qui t'intéresse? Parce que Bah là, moi, je discute là de la manière dont les propriétés mentales sont inférées par les modèles avec variable latente. Donc, c'est-à-dire une mesure qui est par variable latente, c'est pas 0,1. tu peux avoir Oui, tu peux construire, c'est des classes latentes à ce moment-là. Oui, enfin, c'est quand même plutôt quelque chose qui est... Ça tend plutôt, généralement, ils utilisent ça de manière sur une variable continue.
Mais tu peux utiliser les classes latentes, qui sont des modèles avec variables latentes en fait. Donc tu peux avoir des variables latentes catégorielles par les classes latentes. Construire un modèle. Mais entendons bien, je dis pas, moi je dis bien que c'est ni construit, ni qu'une réalité physico-chimique. C'est en tension entre les deux. Qui explique que les choses sont... Alors ça bouge plus ou moins, je ne dis pas que tous les 2 ans, tous les concepts de psycho sont révisés. Mais si je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple d'Hamilton, voilà, parce que j'ai défouillé, j'ai regardé l'échelle d'Hamilton qu'il utilisait, et j'étais voir les items associés à l'échelle d'Hamilton, et puis je prends ces items, je vais voir d'autres, et je vois bon, que la bipolarité est caractérisée entre autres par les mêmes items. À l'époque où Hamilton a posé son échelle, je suppose qu'il ne devait pas y avoir de concept psychologique, parce qu'à l'époque il faisait quand même gaffe, qui avait et pouvait être caractérisé par les mêmes manifestations que l'échelle d'Hamilton, ou moins 2 ou 3. Non, mais ça, a priori, ça n'a effectivement rien à voir. C'est une extension actuellement du terme de bipolaire, mais qui est en rupture avec ce qui s'appelait par exemple avant la maniaco-dépressive. Oui, oui. Hein, bon. Oui, mais je veux dire, il y a un... Qui, elle, n'a pas bougé. Qui, elle, n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a toujours des gens qui fonctionnent comme il y a 100 ans, ou comme ceux qu'on a connus il y a 50 ans, avec le jeudi, ils sont en pleine forme, ils chantent, et le vendredi, ils sont au fond d'un lit en pleurant, en disant qu'ils veulent mourir. Oui, oui. Je connais des gens, enfin, je connais des personnes comme ça, oui, oui, oui. Il y a des gens comme... Non, mais je veux dire, c'est que, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité physico-chimique derrière. Moi, je suis persuadé que ce ne sont pas que des constructions sociales. Et cette construction sociale, enfin cette réalité s'inscrit dans une construction sociale et qu'on est en tension entre les deux. Et qu'on est obligé, en psychologie, on va dire expérimentale, où on utilise des modèles quantitatifs, de ne pas se référer au cadre formel de la physique ou des sciences de la nature, d'affirmer une forme d'indépendance épistémologique, et en disant... Voilà. Il faut que tu distingues bien effectivement ce que disait Monique, la psychométrie. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. La psychologie ou de la psychiatrie. Je suis entièrement d'accord. C'est pas une critique de la psychologie au sens large. Non, c'est la psychologie. Non, parce qu'il y a oui, c'est sûr que la psychométrie, dans ce que tu dis en psychométrie, d'accord avec ton truc, c'est sûr. Non, c'est pas de l'anti-psychologie. Je considère même que les approches dites qualitatives sont bien plus... justement, amènent des nuances et un relief que des mesures n'amènent pas. Voilà. Mais pour autant, je ne dis pas qu'il ne faut pas mesurer. Non, mais moi je disais ça, c'était simplement pour que tu positionner ton objet, parce que quand tu vas le présenter, ça... Oui, mais l'objet, il est là. L'objet, c'est est-ce que les modèles variables latentes... Oui. Voilà, non, mais attends, quand tu disais le titre, reviens à ton titre, la mesure en psychologie... La mesure en psychologie. La mesure en psychologie. C'est la mesure en psychologie, je parle. Tu as mis la mesure en psychologie. Oui, je parle bien de la mesure en psychologie. Il s'est positionné, du coup, avec le titre, oui. Oui, on est bien sur la mesure. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était chiant à mourir ou pas? Ah non, la question ne se pose pas comme ça. Ah non, mais attends, il faut le dire. C'est en tout cas pour moi, c'est loin de ce que je fais quotidiennement. Et donc du coup, moi ça m'intéresse, ça pose des questions, et voilà. Il y a 2 types, il me semble, de discussions. Il y a tout ce qui concerne un peu... moi, ce qui me parle plus, c'est tout ce qui concerne les méthodes statistiques. Avec ce que ça induit comme mode de construction des phénomènes qu'encarne. Complètement. Je trouve ça intéressant de se poser cette question. Parce qu'on a toujours l'impression, quand on fait des statistiques, qu'on a une forme d'objectivité. Complètement. J'en discute dans ma thèse de ça. C'est sûrement pas vrai, ni aussi simple que ça. Ah non, mais il y a toute une critique de la statistique, de l'usage de la statistique. Desrosières, tu connais, non?
Oui, oui, bah, moi je connais, bien sûr. Voilà. Oui, je connais, mais je trouve justement ça intéressant. Ah oui, je trouve que Enfin, je sais pas, Desrosières... c'est le bouquin qu'il a écrit où il raconte l'histoire des statistiques. Oui, mais il en a écrit d'autres depuis, il en a écrit 4 de bouquins. Non, parce que moi je connaissais celui-là. Oui, oui, la théorie, non, tous les grands nombres, là... Oui, c'est ça l'histoire des... Enfin, Oui, je sais plus comment il s'appelle, là... oui, oui. Enfin, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il expliquait que justement, selon les pays, ça s'était développé de façon différente à cause du contexte politique, etc. Oui, mais au-delà de ça, il a toute une critique de la quantification et de l'argument, c'est toute la critique de l'argument statistique. Et donc là, je trouve qu'il y a une vraie... Ah, il y a une vraie intéressante, réflexion, mais il a mis elle aussi, enfin, il y a un certain nombre d'auteurs Et qui ont après, il écrit. y a toute la discussion plus proche, plus propre, me semble-t-il, de la psychologie, qui est enfin, cette histoire de psychométrie versus psychologie, qui est encore Oui, oui, je suis d'accord. une autre chose. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. il y a les deux. Moi, cette deuxième partie, c'est... Enfin, là, pour le coup, j'écoute et c'est moi. Juste une remarque, là, mettre Desrosières et Gori dans le même sac, à mon avis, c'est... Mais j'ai pas Desrosières et Gori dans le même sac. Non, sur la même phrase, non. Pardon? Non, c'est pas sur la même ligne. Mais là, j'ai pas cité Gori, hein, là. C'est dans ton... Dans ma thèse, je cite Gori, mais pas là. Là, c'était dans ton transparent. J'ai parlé de Gori, là? J'ai pas vu. Non, non, Gori, non, il y a hacking, il y a Alors, tu as beaucoup. cité Gori sans... Oui, je pense qu'il y a... Oui, j'ai dû dire, non, tout à l'heure j'ai parlé de Gori, voilà, Oui. qui dit des choses, voilà, sur l'espace où il dit, mais il n'est pas le seul, comme Ahmad, comme Desrosières, comme un grand nombre, qui est la réappropriation dans l'espace public de la quantification, voilà, qui est un usage politique. Voilà. Oui, là je suis entièrement d'accord avec lui. Oui, parce que je trouve que ce qu'il dit est tout à fait juste à ce niveau-là. C'est-à-dire que la psychologie, ce que je dis dans ma thèse, hein, imite la science pour être dans l'espace, dans le champ de la science qui est en dehors de l'espace public. La science est un espace en dehors de l'espace public, qui impose son savoir à l'espace public, son expertise. Et les statistiques servent à ça. Si la psychométrie est incapable de dépasser, et la psychologie expérimentale dans les articles, ils sont incapables de dépasser la statistique, c'est que c'est scientifique les statistiques. Et que donc on fait de la vraie science, on est dans l'espace de la science non contestable par le non scientifique. Et quand un psychologue fait une mesure et dit à une maman, votre enfant a 3 sur 10 à l'échelle de logique, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que la mère peut dire? Si c'est une psychologue qui dit, ah ben après avoir travaillé et discuté avec votre enfant, je trouve que le discours littéraire est critiquable. Le 3 sur 10 est non critiquable. C'est une vérité scientifique puisque c'est statistiquement prouvé. Et la psychologie veut être dans le champ de la science non contestable et donc s'appuie sur la statistique pour affirmer sa scientificité de manière complètement frauduleuse en grande partie. C'est pour ça que je fais référence à Foucault. Et en fait, c'est Hacking qui reprend Foucault en disant il faut prolonger ce que dit Foucault en faisant référence à la psychologie. Il y a une démarche normative. Policière, c'est Desrosières qui le dit, mais comme Foucault le dit, hein, c'est-à-dire qu'on veut policer les gens, c'est-à-dire les gens doivent être comme ci et pas comme ça. Et la psychométrie, avec ses mesures, renvoie chaque individu à une norme moyenne. Voilà. Et le discours littéraire est contestable, le discours statistique est non contestable. C'est pour ça que Desrosières discute beaucoup de l'argument statistique, en disant que le chercheur lui-même n'arrive pas à avoir un regard critique sur sa propre production statistique, comme le commun des mortels. C'est le chercheur qui est en cause, c'est pas la Enfin, c'est des... Oui, mais c'est l'usage social. Ah, c'est pareil, c'est l'usage social de la stat. Hein. Non, moi, c'est l'usage social de la. Enfin, l'usage social, il faut faire vraiment attention à ce que tu dis par rapport à ça. Parce que d'un seul coup, non, mais tu dis deux choses, il y en a une où je suis d'accord, hein, qui peut y avoir, et on est bien placé pour le savoir, un détournement à la fois du terme scientifique et de ce qui lui donnerait une espèce de valeur indiscutable comme les statistiques. Bon, ça c'est quasiment du business, c'est ce que tu as dit. Hein, bon. Mais de là, si tu veux, en même temps à mettre à jeter le bébé et l'eau du bain en même temps, là je suis pas d'accord. Mais je ne jette pas le bébé, je dis l'espace social aujourd'hui, lis n'importe quel article Non, mais global. ne dis pas l'espace social. Bah, si, l'espace social, tu prends n'importe quel politicien, n'importe quel N'importe quel économiste. politicien, c'est Non, pas mais je l'espace prends social. n'importe quelle discussion, tu verras, l'argument statistique
est l'argument maître dans une discussion. Si tu sais tout ça par cœur, c'est très bien. Pas par cœur. Regarde, lis les articles de presse, tu verras que l'argument statistique est l'argument inattaquable. Et à chaque fois qu'on sort un argument, voilà, c'est très souvent. La seule chose, nuance peut-être un peu, c'est qu'il est utilisé cet argument statistique, ou en tout cas les chiffres, par des gens qui ne pensent pas la même chose et qui se battent à coups de chiffres. Oui. Ça nuance, mais ça nuance, c'est la même chose, parce que comme avec des chiffres, chacun de son côté, on peut dire des choses qui arrivent à des conclusions différentes. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que la construction des chiffres, Desrosières a beaucoup discuté sur la construction des chiffres au niveau socio-économique, mais on peut poser la même question au niveau psychométrique, la construction des chiffres. Non, absolument, bien sûr. Mais c'est la nature, et donc là, c'est pas les statistiques, hein, c'est l'usage social, au sens qu'une société use d'un outil intellectuel. Oui. Oui, donc c'est l'usage social que je critique. Oui. Non, là, c'est pas l'usage social dans sa généralité. Je ne sais pas ce que je sais pas ce que c'est qu'un usage, au sens où tu es dans un espace social collectif, la société française ou occidentale aujourd'hui, qui use préférentiellement de l'argument statistique pour imposer un savoir, dans une vérité. lequel un certain nombre de personnes ou de pouvoirs usent, etc. Et pas seulement, oui, mais c'est l'espace social d'un certain nombre de personnes, c'est l'espace politique et scientifique, et l'espace scientifique, hein, le champ scientifique use la statistique pour affirmer sa scientificité. Tu ne peux pas publier un article en psycho sans avoir fait des stats quasiment. Voilà.